Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Collection, Identité genre sexualité. Dirigé par Anne Thomy chez Pierre Zoberman. Masculin, féminin, transgenre, sexualité normée, sexualité dissidente, décalée, dérangeante. La collection Identité genre sexualité accueille des volumes consacrés à l'exploration de la construction, de la représentation et de l'analyse des identités sexuelles et de genre dans les discours sociaux et la culture, et en particulier la littérature et les arts. Si ce type de réflexion, qui s'inscrivent dans un contexte informé par les questionnements féministes ou postcoloniaux, entre autres forces de reformulation, permet de remettre en cause le statut évident d'objet trop facilement et trop immédiatement tenu pour acquis, la littérature d'une époque, le statut auctorial, etc. Il permet aussi d'évaluer et d'affiner les études du genre et de la sexualité et les théories qui du féminisme aux approches queer ont pris leur essor ces dernières années des deux côtés de l'Atlantique. De Beauvoir et Foucault à Sedgwick et Butler, ce champ théorique s'est construit dans un dialogue entre l'ancien et le nouveau monde, et la collection reflète ce dialogue. Ouverte aux ouvrages collectifs qui traduisent l'actualité de la recherche et de la réflexion comme aux volumes d'auteurs individuels, la collection Identité genre sexualité peut aussi publier des traductions de textes fondateurs. Déjà paru. Pierre Zoberman sous la dire de Queer, écriture de la différence. Tome 1, Autre temps, autre lieu, tome 2, Représentation artiste et création 2008. Ariane Bell et Florence Fix sous la dire de Rire et émancipation féminine 2013. Introduction, revoir les masculinités. Les artistes font des yeux neufs, les critiques d'art des lunettes. Paul Éluard, Les Frères Voyants, 1952. Regarde de tous tes yeux, regarde. Jules Verne, Michel Strogoff, 1876. Histoire de regard. On n'y voit rien. Tel est le titre que l'historien d'art Daniel Arras a donné à l'un de ses ouvrages consacrés à la question de savoir ce que l'on fait lorsqu'on regarde une peinture, et proposant une série d'aventures du regard à partir de la question du détail, de ce qui fait légèrement écart. Dès sa poétique, Aristote ne manque de souligner la place centrale des représentations et s'arrête en particulier à l'effet de ces représentations ainsi qu'au plaisir propre à l'imitation. On se plaît en effet à regarder les images car leur contemplation apporte un enseignement et permet de se rendre compte de ce qu'est chaque chose. Aristote, qui pose que l'imitation est la faculté qui distingue fondamentalement l'homme des animaux, souligne qu'il nous est plus aisé de regarder et d'analyser des représentations de certaines réalités plutôt que les réalités elles-mêmes, soulignant en particulier le plaisir tiré de l'appropriation du monde, de l'apprentissage, de l'acquisition des connaissances, nuance qui fait dire à l'anthropologue Christophe Wulff que la mimésis est une prémisse de la mise en scène de la vie. Jacques Rancière, s'interrogeant il y a 20 ans non sans provocation sur la vogue de l'analyse des représentations et de la lecture des images qui va de pair avec l'incertitude du réel, auquel l'histoire a affaire, appelait de ses vœux, une histoire des regards et non des représentations, dans la mesure où pour lui, les images ne disent rien, ne masquent rien et ne capturent que celui ou celle qui croit qu'il y a quelque chose à y lire. La place centrale du regard, en particulier dans le cas des représentations genrées, la nécessité de poser expressément la question d'une histoire du regard, se trouve enfin également au cœur des travaux de Gérard Wageman, écrivain et psychanalyste, directeur du Centre d'études d'histoire et de théorie du regard, Paris 8. C'est en particulier le cas de cette histoire du dévoilement qui reste pour lui encore à écrire, ainsi que de l'analyse de tous ces dispositifs qui s'acharnent à rendre l'individu intégralement visible, ce fantasme de la transparence et de l'hypervisible, arme du pouvoir qui reposerait autant sur des jeux de cache-cache que sur des stratégies idéologiques. Prendre la question du regard comme point de départ revient à retourner la représentation comme un doigt de gant, pour en exposer les coutures et les fils. Le geste, somme toute ordinaire, qui consiste à porter le regard sur les jeux de regard qui distribuent les places et les positions, s'inscrit dans une longue histoire de méfiance et de défiance vis-à-vis de la visibilité, une histoire qu'a en partie retracée W.J.T. Mitchell dans un ouvrage dédié aux dimensions iconophobes et iconophiles des traditions critiques de la philosophie. Il ne s'agit pas tant toutefois d'œuvrer à déceler dans les représentations un contenu implicite, une idéologie en creux modelant et altérant son référent, que de tracer des lignes de fuite nouvelles qui déplacent le champ de vision.
En d'autres termes, il s'agit, en révélant les opérations de segmentation, de morcellement et d'exclusion inhérentes à la construction sociale du regard, de placer dans la lumière ce que Michel Foucault appelait l'œil du pouvoir, cet œil qui, tapi dans l'ombre, régule le champ et le hors-champ. Le parcours théorique de Foucault peut être saisi comme un cheminement archéologique, s'attachant à relever les traces de la mise en ordre du visible et du dissible. Comme l'a relevé Gilles Deleuze, le travail de Foucault sur les formations historiques a pour principe que ce qui définit une époque, c'est un champ complexe de visibilité et un régime complexe d'énoncés. La visibilité est un piège, écrivait ainsi Foucault dans Surveiller et punir, soulignant que les dispositifs de visibilité opèrent non seulement comme des modes d'intensification, mais aussi d'intériorisation de la surveillance et du contrôle social par celui ou celle qui se trouve exposé. Au regard centralisé du panoptique, dispositif paradigmatique des sociétés de contrôle, répondent ainsi le regard introspectif, les techniques d'autosurveillance et de contrôle de soi. Au-delà des institutions et architectures disciplinaires, c'est donc l'historicité des dispositions perceptives et expressives qu'il s'agit de mettre au jour dans ce projet. Toutefois, plus que de proposer une réflexion générale sur la condition perceptive et les régimes de visibilité qui l'activent, cet ouvrage souhaite emprunter la voie d'une critique féministe qui s'est attachée à exposer les dimensions genrées de la dialectique du visible et de l'invisible. Cette longue tradition de travaux a été inaugurée dans les années 1970 par la théoricienne du cinéma Laura Mulvey, qui s'est focalisée sur les propriétés sociales d'un regard masculin, encodé dans les récits et objectivé dans les dispositifs de représentation. Si nous ouvrons notre volume par ce rappel, bien entendu quelque peu arbitraire, de quelques propositions théoriques et préoccupations transversales au sein de ce vaste champ que constitue l'étude des représentations, c'est pour en dégager les contours, en affirmer le positionnement épistémologique et en préciser les convergences. En effet, notre volume se situe dans une certaine mesure à la croisée des thèses critiques et des enjeux pratiques qui viennent d'être brièvement évoqués. Nous entendons résolument contribuer à cette histoire des regards appelés de leur vœu par ces critiques, nous saisir des réflexions engageant la question des rapports entretenus avec le visible, du lien entre la perception et la vision d'une part et des variations d'appréhension et d'assignation favorisées par un changement scopique de l'autre. Pour le dire autrement, comment se manifestent dans les représentations les processus de mise en lumière sinon de monstration, en particulier dans une perspective genrée? Comment s'expriment ces processus dans leurs instabilités et mutations, où l'on se montre pour mieux se cacher, où l'on se cache pour mieux se dévoiler? Notre hypothèse est en effet que ces processus ont d'une manière ou d'une autre trait au régime et dispositif de visibilité, problématique qui est au cœur du présent volume et se trouve déclinée dans une série d'appréhensions et d'études de cas contrastives et complémentaires. L'objet de l'enquête porte ici sur des représentations de la masculinité, ce prétendu neutre invisible qui n'est que récemment sorti de l'ombre, construite et longtemps soigneusement entretenue, pour être soumis à un examen plus précis. La question du régime et des dispositifs de visibilité, la problématique du regard, nous sert de fil rouge, traversant les différentes propositions théoriques et analyses concrètes pour mettre en lumière ces corps et corpus masculins, les soumettre à un examen avec des yeux neufs, ceux des critiques, mais aussi ceux des artistes. L'angle que nous avons privilégié pour analyser une sorte d'économie du surgissement à l'œuvre tient en l'occurrence à la question du déplacement qui opère à plusieurs niveaux et génère des effets multiples, convergents autant qu'en tension. Se déploient ainsi des jeux de décentrement-recentrement et de déplacement-mobilité qui ont nécessairement des incidences sur les dispositifs de visibilité et les représentations, incarnant par excellence dans la mise en scène de corps masculins ou masculinisés, étant entendu que ces processus ne sont ni univoques ni déterminés une fois pour toutes. Les représentations, textuelles et audiovisuelles, lieux d'intersection multiples, lieux de cristallisation de ces interactions et figurations variées et dynamiques, entre le visible et le lisible, constituent enfin le terrain privilégié pour étudier plus en détail les changements de regard ainsi opérés, où un élément est mis en lumière tandis que tel autre reste dans l'ombre. La problématique articulant déplacement, masculinité et regard est donc examinée dans des représentations qui sont elles-mêmes, à entendre comme système éminemment dynamique, permettant l'émergence d'un sens inséparable de l'idée de déplacement multiple,
qu'on retrouve par exemple au cœur de l'approche ricoeurienne de mise en intrigue. La corrélation entre régime et dispositif de visibilité d'une part, corporéité et masculinité de l'autre, se joue ainsi au sein de représentations qui, comme le rappellent notamment Nelson Goodman ou Griselda Pollock, sont loin d'être un enregistrement naïf du monde, de simples copies analogiques qui se contenteraient de refléter leur référent, le réel. Les représentations restituent certes l'état d'un savoir sur le monde, mais elles induisent aussi nécessairement une activité réflexive, un commentaire et une analyse d'elles-mêmes, véhiculant par conséquent une dimension prescriptive aussi bien que proscriptive. Elles ont part à la formation et à la caractérisation du monde, elles entrent dans un processus d'interaction avec ce dernier, ainsi qu'avec la perception et le savoir, posant de manière définitive la dimension de connaissance de la fiction et des images, ainsi que leur efficacité pragmatique au niveau du retour dans l'action et de la compréhension de soi de l'individu. Les représentations, au sens à la fois de Vorstellung et de Darstellung, désignent ainsi la dimension construite des catégories et des attitudes avec lesquelles les sociétés humaines comprennent le monde, quelque chose qui est codé en termes textuels, rhétoriques et visuels, qui peut être très différent de son existence sociale. Elles sont une des formes humaines de l'expérimentation, un des lieux fondamentaux de description, de perception, de conception et donc de compréhension du monde. Les représentations, qui racontent dès lors l'histoire de désir et de regard, en particulier genresse, ne constituent jamais purement et simplement des fenêtres ouvertes sur le passé ou sur le monde, tout comme elles ne sont jamais purement et simplement reçues, mais constituent une interrogation incessante sur les manières dont elles s'inscrivent dans une société et se manifestent grâce à un ensemble de médiations et de contraintes. Toute représentation est ainsi nécessairement investie d'une double dimension transitive et réflexive. En même temps transparente et opaque, représentant quelque chose et se présentant comme représentant quelque chose, elle peut alors être comprise en quelque sorte comme la relation oblique au monde. On le sait, une représentation, qu'elle soit picturale, littéraire, mentale, sociale, etc., ne vient pas se poser mécaniquement devant le réel comme un miroir, mais constitue le produit d'une action, par laquelle la représentation est construite et par laquelle l'agent de cette construction, qu'il soit singulier ou collectif, se donne à voir dans cet acte, avec comme cas limite le stéréotype. Les représentations, nonobstant du reste l'ambivalence cognitive pouvant exister à leur égard, intéressent ainsi également par leur valeur heuristique. Élaborées ou induites dans les situations d'interaction, elles jouent un rôle dans le positionnement de l'individu dans un groupe ou sa vie, dans son rapport à la réalité qui n'existe pas a priori, mais seulement comme représentée, c'est-à-dire appropriée, dans des produits toujours nécessairement contingents, reconstruite dans son système cognitif, intégrée dans un système de valeurs dépendant de son histoire et du contexte social et idéologique. Les représentations requièrent dès lors une contemplation et une attention particulière, l'immersion en constituant l'une des formes, mais aussi une analyse spécifique dans leur rapport au monde et le retour dans l'action, le monde du lecteur. D'où un double statut, qui fait de la confrontation entre monde du texte de la représentation et monde du lecteur, du récepteur, à la fois une stase et un envoi. Les nombreuses études sur les représentations et leur statut s'accordent ainsi à les concevoir à la fois comme produits et processus, comme activité mentale et organisation signifiante, aux fonctions diverses, de savoir. Elles permettent de comprendre et d'expliquer les réalités identitaires, d'où leur lien avec les systèmes de normes et de valeurs, de contrôle social, d'orientation, guider les comportements et les pratiques, justificatrices, elles permettent de justifier a posteriori des prises de position et des comportements. Analyser ces représentations, c'est s'employer à comprendre la façon dont les humains s'accommodent du fait qu'ils ne peuvent penser le monde qu'en le représentant sans nécessairement l'accepter. C'est examiner de plus près ce geste pragmatique de conception et de compréhension du monde en général, et de la masculinité en particulier, dans des objets soulignant les instabilités, les corrélations et les éclairages en jeu. Les représentations exhibent fondamentalement le fait que ces définitions genrées ne cessent d'être entrevues et partiellement occultées, de se faire et de se défaire. Lier représentation d'une part et dispositif et régime de visibilité de l'autre conduit ainsi à s'interroger sur le caractère opératoire et agissant de ces processus, ce qui semble particulièrement intéressant lorsque rapporté à notre objet d'application, la masculinité.
Sa figuration n'est ni donnée ni fixe, les représentations et élaborations symboliques donnant un sens à une expérience longtemps considérée comme stable et non problématique. Une masculinité invisible précisément parce qu'elle définissait l'horizon même de ce que constituait la visibilité. Comment dès lors articuler cette masculinité, d'une évidence telle qu'elle en deviendrait précisément invisible, aux réflexions sur les représentations, Creuset on le sait, qui travaille aussi à reproduire, modifier ou renouveler les normes sexuées? L'angle que nous avons retenu prend comme point d'entrée la question même du déplacement et de la mobilité, selon l'hypothèse que ces déplacements multiples, temporels, géographiques, génériques, etc., permettent de mettre en lumière un certain nombre des enjeux liés à l'imposition et à la construction de la masculinité. La situation spécifique de décentrement, de défamiliarisation, de délocalisation sinon de déracinement induit de fait un renouvellement du regard, une attitude critique particulière, antidote efficace à un risque qui nous guette tous, celui de tenir la réalité, nous compris pour sûr, pour reprendre les mots de Carlo Ginzburg. L'historien italien consacre à cette attitude qu'il baptise l'estrangement un essai fondamental, rappelant que la visée de cette démarche a toujours été critique. Il s'agit d'oublier les représentations fallacieuses, les postulats qu'on croyait évidents, les modes d'identification rebattus et usés par les habitudes perceptives. Ginzburg réclame, on le sait, une histoire et plus généralement une approche qui présente les choses dans leur straniamento comme si elles étaient vues pour la première fois, non familières. Comprendre moins, être ingénu, rester stupéfait sont des réactions qui peuvent nous aider à voir davantage. Il s'agit en l'occurrence pour lui d'un préalable à la recherche, qui passe en particulier par la construction de comparables pour mieux rendre l'étrangeté du familier, le dénaturaliser. Voir les choses signifie ici les regarder comme si elles étaient neuves, parfaitement dénuées de sens, la libération de notre capacité de perception du poids des normes culturelles et des traditions faisant alors aussi de l'estrangement, un instrument de délégitimation à tous les niveaux, politique, social, religieux. L'essai souligne ainsi les enjeux cognitifs autant qu'épistémologiques de l'estrangement, cette démarche intellectuelle dotée d'une portée générale, proposant fondamentalement un protocole de lecture de la réalité, un dispositif de description et de dévoilement des faits, aux diffractions et applications multiples. Si notre rapport à l'image et aux représentations, qu'elles soient verbales ou visuelles, est considéré comme central dans notre rapport au réel, l'enjeu consiste alors à articuler les effets du déplacement et la disponibilité qu'elle crée lorsqu'il s'agit de mettre en scène des identités et des corps masculins. La réflexion est à comprendre sur l'horizon d'un ébranlement de certitudes et de catégories évidentes, parce qu'invisible, le processus pouvant aller jusqu'à donner lieu à des prises de conscience de l'ordre de la fulgurance dans le verbal ou le percept visuel. Dans la mesure où il n'y a pas de degré zéro du regard, les régimes et dispositifs de visibilité jouent précisément sur la frontière de ce qui constitue la masculinité dans les représentations et de ce qui la défait, pour donner à voir ces hommes, foyer au sens optique, point où la lumière converge et d'où elle rayonne. L'histoire des regards ici ambitionnée, s'appuyant sur une théorie et une pratique des déplacements et des écarts, sur un corpus de représentations et d'images créées et interprétées, produites et perçues, s'ancrant dans un rapport en tension au réel et restant au plus près du corporel, exige une attention accrue aux dispositifs scopiques, au régime de visibilité mis en œuvre et aux effets multiples qu'ils génèrent au sein des apostrophes. Un champ, celui des études sur les hommes et la masculinité, en pleine expansion. À défaut de parler aux deux extrêmes du spectre, d'une véritable révolution du regard ou de simples mutations, il s'agit donc de mesurer à tout le moins les altérations induites par les représentations du masculin dans les œuvres analysées, sans méconnaître leur caractère aléatoire et incertain, ni les dimensions normatives, évaluatives et prescriptives. Sont ainsi examinés les effets de déstabilisation opérés, les déplacements en jeu dans les processus de figuration, les modes de perception et la distribution du visible, du dissible et du pensable, enfin les stratégies de représentation de formes de masculinité qui apparaissent finalement comme peut-être impossibles à stabiliser. Des masculinités sous tension. Depuis quelques années, un nouveau discours est apparu sur les hommes et une masculinité qui serait en crise. L'existence d'un prétendu malaise dans la masculinité est devenue un questionnement du débat public. Par ailleurs,
les sciences sociales et les sciences de la culture se sont également emparées d'un nouvel objet d'étude, l'homme et la masculinité. Pourtant, il faut se demander en quoi cet objet est nouveau, et en quoi la masculinité serait en crise. Au lieu de regretter que les hommes ne soient plus ce qu'ils étaient, il est peut-être plus légitime de s'interroger sur la variabilité des formes de masculinité dans le temps et l'espace social. C'est ce que s'attachent à faire les men's studies d'inspiration anglo-saxonne depuis environ 4 décennies. Les études du masculin et de la masculinité n'auraient pas été possibles sans les women's studies des années 1970 et 1980, qui ont mis au jour des formes de domination genrée. Dans un premier temps, il s'agissait de placer les femmes au cœur de l'analyse sociale, historique et culturelle, et ainsi, en les rendant visibles, de rendre visibles les formes de la domination. Ces études ont montré que la féminité, la condition féminine et le genre, loin d'être des données naturelles, étaient socialement produits et culturellement construits. Si le genre était construit, il devenait donc pensable d'interroger la masculinité concomitamment à la féminité. Or, la masculinité n'a pas été analysée tout de suite et a continué à être considérée comme allant de soi. Pourtant, les mouvements et les militants féministes avaient d'emblée intégré l'homme et la masculinité à leurs réflexions. Les premières réflexions sur les men's studies se sont développées dès les années 1970 dans le sillage du militantisme féministe. Dans une logique de consciousness raising, il s'agissait alors de réfléchir, notamment entre hommes, aux conséquences de la domination patriarcale sur la formation de l'identité. Peu à peu, ces réflexions ont trouvé un accueil académique, et des premiers séminaires de recherche ont été organisés dans les universités nord-américaines et britanniques vers le milieu des années 1970. Un certain nombre de publications sont caractéristiques de ces premières men's studies, notamment le désormais classique Men and Masculinity de Joseph Plec et Jack Sawyer. De cette époque date l'implication des hommes dans les combats antisexistes et pro-féministes, mais aussi les violents conflits théoriques, méthodologiques et militants qui ont opposé les men's studies et les women's studies. La réflexion sur les hommes et la masculinité n'était-elle pas une manière détournée de réinstaller les dominants au cœur de la recherche ? Car il faut bien noter que certains groupes de réflexion et de consciousness raising ont bel et bien dérivé vers des combats de relégitimation de formes archétypales de virilité. C'est le cas par exemple aux États-Unis, du mouvement mythopoétique ou encore des Promise Keepers, dont les rassemblements mêlent conservatisme des valeurs, paternalisme d'arrière-garde et religiosité fondamentaliste. Même si elles ont renouvelé la recherche par bien des aspects, les premières men's studies ont donc été remises en cause. L'un des problèmes majeurs de cette phase de la recherche a été que les études produites mettaient en avant quasi exclusivement des modèles de masculinité, qui, s'ils étaient présentés comme variables dans le temps, restaient largement centrés sur la classe moyenne voire l'élite sociale et dans tous les cas sur des masculinités blanches. C'est le cas notamment de l'ouvrage d'Anthony Rotundo, American Manhood, qui a concentré les critiques. Cette remise en question a conduit à la fin des années 1980 et au cours des années 1990 à enrichir l'étude des hommes et des masculinités, au pluriel, par des approches critiques inspirées notamment des études queer qui se développaient dans le même temps. L'étude du masculin s'est alors ouverte à des différenciations en fonction de la sexualité, de la classe sociale et de l'appartenance ethno-raciale. Il devenait ainsi nécessaire de théoriser la masculinité, pour reprendre le titre d'un ouvrage de 1994 de Harry Brod et Michael Kaufman, c'est ce qu'ont proposé de faire les New Men's Studies, caractérisés par une approche nettement plus critique et réflexive. Ainsi, lorsqu'en 1988 la British Sociological Association organisa une session intitulée Men Masculinities and Social Theory, l'une des questions posées était « The New Men's Studies, part of the problem or part of the solution ?» Ces nouvelles études sur les masculinités ont par ailleurs connu un processus d'institutionnalisation, avec la création en 1991 de l'American Men's Studies Association, ou bien encore avec la parution de revues scientifiques, dont le Journal of Men's Studies à partir de 1992 et Men and Masculinities à partir de 1998. Dans le sillage du tournant queer des années 1990,
ce domaine d'étude a enfin étendu son périmètre au travers d'une définition de la masculinité inspirée par l'anti-essentialisme. L'enjeu est alors de penser le masculin au-delà de la catégorie identitaire « homme », afin de saisir les effets que produisent ces incarnations lorsque les corps ne respectent pas l'adéquation normative du sexe et du genre. C'est une nouvelle galerie de personnages qui peuplent ces travaux. Lesbiennes butch, drag kings, femmes masculines, masculinité sans homme, masculinité FTM ou queer. Autant de figures qui donnent à voir le déploiement corporel et sensible de tactiques de déplacement, qui exposent le caractère historique et arbitraire de ces fictions régulatrices que sont les identités sexuées. Il s'agit ainsi de rendre compte des circulations et appropriations plus ou moins dissidentes du masculin en tant qu'elles mettent au jour la sémiotique du corps prescrite par la naturalisation de la différence des sexes. En se tournant vers les usages du masculin insubordonné à l'ordre de genre, ces travaux réalisent d'une certaine manière le projet politique et théorique de Monique Wittig visant à tracer l'horizon d'un au-delà de la catégorie de sexe. Au vu de ces évolutions ici brièvement retracées, nous plaidons donc pour une étude des formes de masculinité qui fasse partie intégrante des études de genre et montre qu'il s'agit là de représentations éminemment situées, historiquement et socialement, variables et relationnelles. Les masculinités s'incarnent par rapport à des féminités, par rapport à d'autres formes de masculinité et dans un univers marqué par des relations de pouvoir multiformes. Par conséquent, il faut s'interroger sur la masculinité comme enjeu identitaire stratégique, et sur ce qui fait que certaines formes de masculinité sont dans un contexte donné présentées comme invariantes voire naturelles. Le concept de masculinité hégémonique, développé par la sociologue australienne Raewyn Connell, peut ici s'avérer utile. S'inscrivant dans une perspective féministe matérialiste, Connell s'attache à décrire la structure des rapports de genre en partant de l'analyse des masculinités. Dans ses écrits, la masculinité apparaît comme une configuration de pratiques située au sein d'un système de rapports de genre. Son appréhension du masculin se situe ainsi à bonne distance des options psychologisantes ou essentialistes qui tendent à l'isoler des contextes sociaux au sein desquels il se déploie et des rapports de pouvoir qui en constituent l'enjeu. Connell souligne, dans des textes sociologiques fondés sur des enquêtes par entretien, l'articulation des enjeux de statut et des dimensions économiques. Elle insiste en effet sur la nécessité de fonder la définition du groupe des hommes sur le fait que la majorité d'entre eux perçoivent les dividendes du patriarcat, en d'autres termes qu'ils tirent profit d'avantages matériels liés à l'exploitation du travail des femmes. Appréhender les masculinités dans toute leur complexité nécessite toutefois de rendre compte des divers positionnements des hommes vis-à-vis de ces avantages. Connell dégage ainsi 4 idéotypes qui épuisent les relations possibles des hommes au rapport de genre. L'hégémonie, la subordination, la complicité et enfin, la marginalisation. La masculinité hégémonique est, selon Connell, la forme culturellement valorisée de masculinité dans un contexte donné, par laquelle la légitimité de la structure de genre est garantie. Ce type de configuration se constitue en tension non seulement avec la féminité, mais également avec d'autres formes de masculinité, plus ou moins complices de la première mais marginalisées en raison des rapports de classe, de race ou de sexualité. Cette conception de l'hégémonie est en partie dérivée des écrits du philosophe italien Antonio Gramsci. Dans le premier quart du XXe siècle, ce penseur communiste a profondément retravaillé le concept léniniste d'hégémonie afin d'envisager la façon par laquelle le prolétariat pourrait accéder au pouvoir et gouverner. Pour Gramsci, l'hégémonie a 2 faces. Elle est d'abord le processus de formation d'un consentement autour des idées et des valeurs d'une classe sociale. Toute classe serait orientée vers un devenir hégémonique, c'est-à-dire animée par la volonté d'assurer le leadership. L'hégémonie renvoie ensuite à un certain mode de gouvernance défini par un équilibre entre la coercition et le consentement idéologique. On retrouve chez Connell un certain nombre d'éléments de la pensée gramscienne dont elle se réclame. 2 idées gramsciennes y sont particulièrement prégnantes. D'abord celle selon laquelle penser le pouvoir reviendrait à penser ces formes de légitimation sociale, ce qui conduit à problématiser la légitimité de l'autorité patriarcale et l'adhésion aux formes les plus conservatrices de masculinité. On trouve également chez Connell
l'idée selon laquelle la violence constituerait le soubassement implicite de l'hégémonie masculine. Dans son ouvrage phare, Masculinities, paru en 1995, elle s'éloigne toutefois de Gramsci sur un aspect capital. La dimension stratégique de la critique politique, la pensée de Gramsci étant celle d'une philosophie de la praxis. Bien que située dans une perspective féministe, Connell semble abandonner toute visée stratégique au profit d'une attention au contexte micro-sociologique, certes nécessaire, mais dans laquelle semble se diluer la prise avec l'action de transformation collective. Quelle voie stratégique la classe des femmes pourrait-elle emprunter pour devenir hégémonique et renverser la structure de genre ? Les travaux de Connell ne permettent pas de répondre à cette question. Il dessine en revanche une théorie matérialiste de la masculinité ouverte à la complexité, permettant de prendre en considération les processus multiples par lesquels certaines masculinités peuvent, en accédant à l'hégémonie, légitimer aussi bien l'inégalité que la violence. Les travaux de Connell inspirent plusieurs contributions de cet ouvrage qui tentent, en se saisissant du concept de masculinité hégémonique, d'identifier les tensions internes au champ de la masculinité. Une telle problématisation de la masculinité a pour avantage d'inviter à saisir les déplacements et les circulations au sein de ce champ, en tant qu'il reflète une structure donnée de rapports de genre. Déplacement, exotisation et l'autre de l'Europe. Notre corpus d'analyse comprend deux parties dont on pourrait à première vue avoir l'impression qu'elles sont assez nettement distinctes. Un premier ensemble d'études portant sur des textes littéraires et un second portant sur des œuvres audiovisuelles. Cette impression de distinction semble renforcée et même redoublée lorsqu'on s'arrête aux sujets représentés dans les œuvres examinées. Des films et séries issus du monde anglo-saxon d'un côté, des fictions narratives consacrées plutôt à l'ère germanique de l'autre. Si cette différence est indéniable, elle n'est cependant que de surface, le corpus d'analyse se fondant en l'occurrence sur une unité profonde, une cohérence dans sa conception qui n'en est pas moins sensible et qu'il convient ici d'expliciter. Cette unité tient en premier lieu à la centralité du regard dans chacune des œuvres étudiées, en particulier de celui porté sur des corps masculins ou masculinisés, tant par le biais de la caméra que par celui des choix narratifs textuels. Ainsi, même si on peut a priori estimer que la littérature accorde, contrairement au récit audiovisuel. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.